Merci à toutes et à tous de vous connecter aujourd'hui pour cette présentation. Donc, le sujet d'aujourd'hui, co-organisé avec notre partenaire Silaos et donc leurs deux clients MPM et Hipster, avec donc Jean Seth et Grégory Desmarques, internaliser la production de vos empreintes d'injection plastique. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que Grégory, Jean, Olivier, Juliette, vous pouvez vous présenter pour que les personnes vous connaissent un peu mieux avant de se lancer dans le sujet? Oui, bonjour. Donc, je suis Grégory Demarque, créateur et directeur général de Deepster. Jean. Bonjour, donc moi je suis Jean Seit, donc chef de projet chez MPM et donc je suis en charge de développer les produits et lancer l'industrialisation des produits d'injection plastique. Bonjour, Olivier Lucas, donc co-créateur et responsable commercial de la société Silaos. Et enfin Juliette. Bonjour, donc Juliette Combe, ingénieure application dans l'équipe produit chez Formlabs et donc j'ai notamment conduit beaucoup de recherches sur l'intégration de l'impression 3D dans le procédé d'injection plastique. Merci à tous les quatre. Je suis Thibault Leroy, marketing manager pour Formlabs France chez Formlabs donc, et je serai aujourd'hui votre modérateur. Alors avant de commencer, un rapide rappel de l'interface d'utilisation. Vous avez trois principales icônes dans la partie inférieure de votre écran. Une icône chat. Dans cette icône chat, n'hésitez pas à nous renseigner sur les problèmes que vous pourrez rencontrer pendant la présentation. Ça va être un espace où on va utiliser pour discuter. Ensuite, nous avons l'icône Q&A. Donc, l'icône Q&A, c'est nous allons poser des questions. Pendant la présentation, des personnes chez nous analyseront vos questions. S'il est important d'y répondre au moment de la présentation, au moment où c'est soit Grégory, Olivier ou Jean qui parlent, nous ferons une pause pour répondre à ces questions. Sinon, nous reviendrons sur les questions en fin de présentation. Sachez également que vous pouvez voter pour la question qui vous semblait pertinente. Donc, si quelqu'un pose une question que vous trouvez fort intéressante, vous pouvez voter pour cette question pour qu'elle vienne en top de liste et qu'on puisse y répondre en tout début de présentation. Pour le programme d'aujourd'hui, on fera un rappel de l'introduction. Donc d'abord, qui est Silaos? Quel est leur service sur le marché? Ensuite, quel est le sujet de l'injection plastique avec des empreintes polymères? On reviendra sur la technologie SLA. On aura ensuite un retour d'expérience de MPM, suivi d'Hipster. On verra enfin les solutions Formlabs et on terminera cette présentation avec un Q&A. Olivier, c'est toi qui commences. Je vous retrouve en fin de présentation. Messieurs, bonne présentation. Donc, alors pour commencer très rapidement, qui est Silaos et pourquoi on vous propose aujourd'hui ce webinaire? Donc Silaos, on a aujourd'hui 6 ans d'existence. On a cofondé à partir de 3 industriels, trois personnes qui ont une expérience dans l'industrie. Donc de ce passé, de cette vision aujourd'hui de la fabrication additive, et grâce aux marques que l'on représente, eh bien on estime que la solution Formlabs, et grâce aussi à nos deux partenaires qui vont interagir tout à l'heure, enfin nos deux clients qui vont intégrer les solutions, on estime qu'aujourd'hui la solution Formlabs SLA est une technologie intéressante et qui répond à des besoins des injecteurs plastiques. Voilà, donc aujourd'hui, ce que vous faites certainement pour la plupart d'entre vous, c'est la réalisation d'empreintes et d'outillages pour l'injection plastique en aluminium ou en métal, soit en externalisant, soit en sous-traitant ces activités-là. Aujourd'hui, ce que l'on va vous présenter avec des cas d'application, c'est la réalisation d'empreintes en résine grâce aux solutions Formlabs. Et peut-être que demain, vous réaliserez à la demande en interne des empreintes en résine que vous pourrez mettre dans des carcasses pour réaliser des prototypes ou des petites séries en bonne matière. Donc très rapidement, je reviens sur la technologie SLA, stéréolithographie. C'est la plus ancienne des technologies de fabrication additive qui permet de réaliser les pièces en résine. Donc, on le voit un petit peu sur l'animation. On a donc un bac de résine. Ce sont des résines liquides qui sont photosensibles et qui vont réagir à la présence de lumière. Et donc là, pour faire durcir les pièces couche par couche, on va utiliser un laser, comme on peut le voir sur la petite animation.
Donc, le principe de toute technologie de fabrication additive, c'est d'imprimer les pièces et ensuite, on peut avoir plus ou moins de post-traitement. Dans le cas de la stéréolithographie ou du SLA, on va imprimer, ensuite, il va falloir nettoyer les pièces qui auront plongé dans un bac de résine. Une fois qu'on aura nettoyé ces pièces, on va les curer, c'est-à-dire qu'on va les faire durcir, on va les exposer aux UV. Et ensuite, suivant la géométrie et la complexité des pièces, on peut avoir du retrait de support, comme on peut le voir aussi sur l'image de droite. Les solutions utilisées, donc Formlabs, c'est un écosystème complet qui représente deux technologies, le SLA, dont je viens de vous parler, et le SLS, qui permet également de faire des pièces en polymère cette fois-ci. Aujourd'hui, on va vraiment être focalisé sur les technologies SLA, donc Form 3 Plus et Form 3L, dont vous pouvez voir les dimensions, les volumes de fabrication disponibles. Je passe donc la main à Jean pour présentation de son retour d'expérience. Bonjour à tous. Donc du coup, moi à mon niveau, donc je travaille chez Moulage Plastique du Midi. Donc on est spécialiste de la transformation de matières plastiques depuis 1952. Voilà, on fait partie du groupe Lacroix, qui est spécialiste dans la défense et la pyrotechnie. Donc nous, notre activité principale, donc c'est la fabrication de pièces plastiques, hein, donc en petite et moyenne série pour différents domaines d'activité, donc pour la défense, l'aéronautique, le bâtiment et le médical principalement. Et après, on fait un peu de divers. On transforme la plupart des matières plastiques, du polypro jusqu'au pic carbone, en passant par DPC, polyamide, ABS, ASA, voilà, tous les thermoplastiques, les EPDM aussi. On dispose de 35 presses de 25 à 650 tonnes et on travaille en 3-8. On a une usine qui est basée en France, donc de 80 personnes, et on a une personne en Chine qui s'occupe de faire tous les contrôles retour outillage avant qu'ils partent de Chine. Voilà pour la première slide. Donc ensuite, on a eu un cas d'application donc pour une tige de cartouche. Donc c'est une pièce qu'on a injectée en PEBD et PEHD pour pouvoir faire des essais. Donc ça, c'est des empreintes qu'on a réalisées pour faire uniquement un prototype pour valider une solution à un cas d'application vraiment très particulier. Donc cette pièce-là, en fait, maintient d'autres pièces plastiques entre elles. Et au moment de l'utilisation, en fait, il y a une chaleur qui est dégagée, qui vient faire fondre cette tige et qui libère les pièces qui sont montées dessus. Donc du coup, comme notre client n'était pas sûr à 100% que ça fonctionne, il ne voulait pas non plus investir beaucoup d'argent dedans et il voulait avoir la réponse plutôt rapidement pour savoir s'il fallait qu'ils continuent dans cette voie-là ou s'il fallait qu'ils changent complètement leur fusil d'épaule. Donc on leur a proposé les empreintes résine pour pouvoir injecter en bonne matière, puisque là, dans cette application, le but, c'est de vraiment valider le comportement de la matière injectée et pas d'un dimensionnel, qu'on aurait pu avoir avec d'autres solutions. Leur budget était limité et ils voulaient une réponse rapide, donc ça excluait complètement les usinages d'empreintes, que ce soit en acier ou en aluminium. Voilà, donc du coup, on leur a proposé donc ces empreintes que vous voyez en bas sur la slide, qui sont faites en rigide DICA, pour pouvoir répondre à leurs besoins rapidement et à un coût beaucoup plus faible. Donc du coup, pour qualifier la résine, donc on a testé 8 résines différentes sur 5 machines. Dont la forme 3 et la rigide DICA. Une fois qu'on a testé toutes ces résines et toutes ces machines sur un même modèle d'empreinte, et dans tous ces modèles d'empreinte, après on a injecté 3 matières test, donc un polypro, un RABS et un polyamide pour avoir les gammes de température associées. Et on avait 2 critères principaux qui étaient la qualité des pièces et le nombre de pièces injectées avec l'empreinte, puisque le but de ça, c'est de faire donc de la validation de prototype, mais aussi, pourquoi pas, de faire de la petite série. Et donc, du coup, ça nous permet de qualifier les empreintes avec un nombre de pièces qu'elles sont capables de faire. Donc, avec cette même empreinte en DICA, on a pu faire donc 115 pièces en polypro
avec 115 pièces en tout, hein, donc polypro, RABS et polyamide, donc les 3 gammes de température, et l'empreinte est toujours intacte et on peut toujours faire des pièces si on en a besoin. Donc du coup, au niveau des empreintes, donc, on a utilisé la Rigid-DICA sur une forme 3. On a eu un temps d'impression de 14 heures pour les empreintes et 5 heures pour les plaques intermédiaires, hein. Donc les plaques intermédiaires, c'est juste la partie de la plaque porte-empreinte qui permet le passage des éjecteurs. Ensuite, au niveau du post-traitement, on est resté sur des standards préconisés par Formlab, donc avec 10 minutes de nettoyage au form wash. Ensuite, on a passé au form cure 60 minutes à 70 degrés. Et après, on a procédé à un recuit dans un four à 125 degrés pendant 1h30. Et ensuite, on a toute la partie ajustement de l'empreinte dans des carcasses standards. Donc pour reprendre les dimensions, ajuster les plans de joints, les choses comme ça, mettre la régulation et ajuster les éjecteurs. Donc ça a été fait par notre service mécanique dans nos ateliers. En ce qui concerne les recommandations de conception, donc il faut concevoir son empreinte de façon à l'ajuster le plus facilement possible et avec le moins de retouches possible dans les carcasses. Prévoir des reprises d'usinage, donc pas faire sa pièce trop petite pour pouvoir enlever de la matière et l'ajuster parce que si elle est trop petite, après, on ne peut plus rien en faire. Et prévoir le jeu suffisant ou le serrage suffisant dans les empreintes pour que le moule ferme comme il faut et que le plan de joint soit bien écrasé et bien plat pour pouvoir injecter sans bavure. Ensuite, au niveau des conditions d'injection, donc on a injecté nous sur une Demag 25 tonnes avec une force de fermeture de 250 kN. En ce qui concerne les paramètres d'injection, donc là, c'est les paramètres qu'on a appliqués vraiment pour ce cas d'application-là. Après, ils peuvent être très variables en fonction des matières qu'on va mettre dedans et du nombre de pièces qu'on veut faire et de ce qu'on veut faire en fait des pièces. Voilà. Donc là, c'est plus une indication, c'est pas, faut pas le prendre pour argent comptant, c'est vraiment une indication, mais on constate qu'on est vraiment sur des cycles beaucoup plus longs qu'une injection traditionnelle. Au niveau de la matière, donc on a injecté donc 2 matières, un PEBD et un PEHD, et on n'a pas mis d'agent démoulant parce qu'il n'y a pas eu besoin. Donc pour l'injection, on a placé nous ces empreintes-là dans des carcasses standards parce que ça diminue les coûts et ça diminue les délais. Donc on n'a vraiment que l'empreinte à faire. On n'a pas besoin de faire un moule. Il faut faire attention à la vitesse d'injection, de ne pas aller trop vite. Et il faut faire aussi attention à porter un point particulier à tout ce qui est refroidissement de l'empreinte pour éviter qu'elle monte en température et qu'elle se dégrade. Voilà, donc au niveau des résultats, donc là on peut voir en haut à droite la pièce qui a été injectée. Donc on a fait 140 pièces injectées donc, dans les 2 matières. On en a refait il n'y a pas longtemps parce que le client voulait tester une autre matière. Donc maintenant on est quasiment à 200 pièces. Le projet a été mené en 3 semaines, entre le moment de la commande client et les premières pièces. Voilà, il s'est écoulé 3 semaines contre 7 avec une méthode traditionnelle et ça leur a permis d'économiser environ 2 500 € pour la réalisation de ces pièces-là. Alors, avant de partir sur merci Jean pour la présentation. Avant de passer à Grégory, n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des questions. On en a quelques-unes déjà dans la partie Q&A. Donc n'hésitez pas surtout à les poser. Si on peut vous y répondre tout de suite, on y reviendra. Je ne sais pas, Juliette, si tu vois quelque chose pour Jean dans l'immédiat. Oui, alors il y a plusieurs questions. Donc une question qui d'ailleurs a disparu sur la question Q&A. Une autre sur l'étanchéité du circuit de refroidissement. Est-ce que Jean, tu peux expliquer un petit peu plus là-dessus? Oui, alors le circuit de refroidissement, en fait, on a deux solutions, donc on est en train de tester. Soit on utilise plutôt des dimensions de régulation traditionnelles, donc avec plutôt des gros diamètres. Donc l'avantage, c'est que là, on peut faire vraiment des formes au plus près des pièces avec des virages qu'on ne peut pas faire en usinage, hein. Donc on peut vraiment adapter. Ou alors, on peut faire, et ce qu'on va tester prochainement, c'est essayer de faire un peu de conformal cooling, donc avoir vraiment de petits canaux qui passent vraiment très très près des pièces pour évacuer les calories.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire avec des moyens traditionnels. D'accord. Et bon, une question très proche qui demande comment est faite la régulation. Donc, j'imagine que ça doit être au niveau des géométries. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Jean, là-dessus. Au niveau de la régulation, c'est conçu, c'est au moment de la conception de l'empreinte, hein, où on dessine en fait les circuits de régulation directement intégrés dans l'empreinte, comme on fait sur des empreintes traditionnelles. Ça change pas. Il n'y a que les formes et les parcours qui peuvent un peu évoluer et qui s'adaptent vraiment au plus près de l'empreinte de la pièce. D'accord. On a une autre question de la part de Romain qui demande sur la photo de la slide des empreintes imprimées. Il semble qu'il y ait des embouts pour le refroidissement. Les empreintes imprimées peuvent-elles être régulées? Donc, bon, la question demande aussi pour la régulation. Donc, est-ce que les embouts sont bien ce qui... Alors, les embouts qui sont mis dessus, hein, c'est des raccords Stobli pour pouvoir brancher nos câbles au régulateur. Et ils sont vissés directement avec avec du téflon pour réaliser l'étanchéité avec l'empreinte. Et après, le circuit fait l'office. L'eau passe à l'intérieur, suit le circuit et ressort de l'autre côté. C'est juste des connecteurs pour nos prises. Voilà. Et après, sinon, le circuit est complètement étanche et l'eau fait office de refroidissement. Il n'y a pas de souci. Très bien. Elles peuvent être, donc là, Romain répond, elles peuvent être donc régulées, mais est-ce que les résines peuvent évacuer les calories? Les résines sont plutôt isolantes. Alors oui, tout à fait, hein. Les résines sont plutôt isolantes. Donc là, on est en train de faire des essais de qualification pour voir justement dans quelle mesure la régulation va faire diminuer la température. Donc on va faire des essais avec régulation, sans régulation à l'eau pour voir quel est l'impact et si c'est vraiment pertinent de laisser une régulation ou si l'apport d'une régulation est vraiment négligeable. Très bien. Merci Jean. Une autre question sur le jeu entre l'empreinte et la carcasse. Faut-il placer l'empreinte en compression dans la carcasse? Alors, la résine d'ICA est quand même assez fragile. Donc il faut éviter de la comprimer, il faut la laisser plutôt. En fait, il faut que ce soit ajusté comme il faut dans le moule, sans la comprimer, mais après sans trop de jeu non plus, parce qu'après sinon on perd le positionnement. Mais il vaut mieux partir sur des centrages coniques et ce genre de choses pour éviter la compression, pour pas casser les pieds. D'ailleurs, on voit sur une des photos que il y a un angle qui a été cassé au moment de l'ajustement, justement dans le moule, parce qu'il n'y avait pas assez de jeu. D'accord, très bien. Merci. Alors, on a d'autres questions, mais peut-être qu'on la gardera après, à la fin, comme ça, vous pourrez en discuter ensemble avec aussi Grégory et on aura peut-être plusieurs points de vue. Parfait. Il y a aussi des questions dans la partie discussion, on vient de me dire. Alors, juste une petite précision, si vous pouvez poser les questions dans le Q&A à la place du chat, c'est plus facile pour nous de traquer les questions et de savoir auxquelles on répond. Pas de souci. Je regarderai les questions dans la partie Q&A. Donc, les règles de dimensionnement, je pense qu'on peut répondre à la fin aussi, comme ça on aura aussi le point de vue de Grégory. Et on a aussi des questions sur fuite et étanchéité, donc je pense qu'on y a répondu. Le coût des pièces également, je pense que ça sera intéressant d'avoir ça à la fin. Donc, je pense qu'on peut y aller et n'hésitez pas à poser plus de questions sur ce projet en particulier. On pourra y revenir aussi à la fin. Merci Juliette, merci Jean. Sur ce, Grégory, c'est à toi. Oui, je vous entends. Donc, Hipster est spécialisé dans l'accompagnement de projets. En fait, on accompagne des porteurs de projets sur on va dire, sur tout leur périple de développement de produits, design, jusqu'à la fabrication en série. On propose des solutions esthétiques fonctionnelles pour un certain nombre de corps de métier. Notre métier, c'est surtout d'assurer la fiabilité et réduire les coûts sur la conception et surtout la fabrication des produits.
Aujourd'hui, on est équipé avec un parc de presse entre 110 et 550 tonnes, notamment une presse 550 tonnes trimatière, des machines pardon, qui sont assez récentes et que l'on gère, alors on parle d'industrie 4.0, qu'on gère avec un logiciel MES et ERP. On travaille, donc là vous voyez en fait, on travaille pour des projets de mobilité, sur des coques de téléphone, sur des produits d'électronique grand public. On travaille à peu près sur tous les types de matières, y compris des matières un peu innovantes. Alors j'anticipe les questions, on n'a pas encore essayé les composites thermoplastiques, ni les fibres naturelles, ni les conducteurs thermiques dans ce genre d'empreinte. C'est tout simplement pas adapté. On a essayé les matières commodités, les matières techniques. Voilà. Alors, au regard de la typologie de nos clients, en fait, on réalise des empreintes en résine pour que nos clients puissent convaincre majoritairement des décideurs. Donc, que ce soit des décideurs techniques ou des financiers, des marketeurs ou des profils, on va dire, moins techniques, avoir un prototype bonne matière entre les mains, ça aide. Par exemple, des startups à aller décrocher des financements, ça aide des patrons de services ou des directeurs marketing à comprendre en fait la finalité d'un produit. Ça permet de tester plusieurs concepts et plusieurs, on va dire, matériaux ou formes dans un laps de temps assez court. Et donc, le but, c'est très tôt dans une vie de projet d'amener des prototypes réalistes et des prototypes qu'on peut tester ou passer, par exemple, dans des labos, si ce sont des produits normés, le plus vite possible. Avec, évidemment, une approche économique qui est toujours importante. On a une autre activité chez nous où on développe un peu de produits propres. Dans ce cas-là, bon, l'objectif est le même, c'est de raccourcir les délais de décision et d'aider nos clients à comprendre le produit. Encore une fois, surtout quand on s'adresse à des gens un peu moins techniques. Ça nous fait gagner, par exemple, quand on essaye de référencer un produit dans un catalogue client, ça peut nous permettre de gagner en fait une saison. Donc, ça peut aller jusque 12 à 18 mois de gains en termes de temps. Et ça limite les risques en fait de réalisation d'un moule série. Imaginons, on lance un moule série, on présente un produit à un client, au final, ça lui plaît pas, on doit faire des modifs. Là, on peut en fait faire des itérations très rapidement pour accélérer la vente des produits propres. On a fait dans les 3 derniers mois, puisqu'en fait, notre imprimante est arrivée début avril. On a déjà fait 12 moules, dont 4 en surmoulage, alors plutôt bimatière, pour des produits de grande consommation, pour des pièces électroniques, enfin bref, différents besoins, des pièces de différentes tailles. Alors, par rapport à ce qu'a montré Jean tout à l'heure, nous on est plutôt sur des pièces un peu plus grandes. Donc on est équipé d'une imprimante Form 3L, donc qui est la plus grande aujourd'hui de la gamme Formlabs. On a utilisé principalement la rigide Dika. On va commencer des essais avec la résine high temp pour valider ou en tout cas nous faire une idée plus précise des matériaux utilisés en fonction du matériau injecté et de la finalité du proto. On a des retours très positifs sur, grosso modo, les commodités, les bases polyolépines, des retours un peu moins bons aujourd'hui avec la rigide Dika sur les TPU, les EVA, et sur des matières un peu plus dures, c'est-à-dire ABS, PC ou par exemple des polyamides chargés. On complétera ce tableau, ce panorama justement avec les essais sur la rigide, enfin sur la matière high temp. Pour nos essais, on a utilisé principalement une presse à injecter 110 tonnes électriques. Nos temps de cycle, en fonction des matériaux, elle est de 120 à 480 secondes. Pour l'instant, on n'a pas essayé de faire de canaux de régulation. C'est la prochaine étape. Par contre, la constante, comme disait Jean tout à l'heure, c'est vraiment des vitesses d'injection et des pressions d'injection très faibles. On est plutôt proche de l'injection basse pression que de l'injection classique.
Alors, les recommandations pratiques, c'est plus pour l'intégration. J'ai vu au travers des questions-réponses qu'effectivement, il y avait des questions très, très directes. À mon sens, ce qui semble important, c'est de comprendre qu'il y a une courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu dans les participants, il y avait des moulistes, des injecteurs, enfin des gens qui connaissent pas mal le métier du moule. Aujourd'hui, quand vous achetez un centre d'usinage, c'est un métier connu. Les aciers, c'est des choses connues. Votre manière de faire les moules, c'est des choses qui sont connues aussi. Là, on est sur une technologie où il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu moins documentée à aujourd'hui. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour échanger justement sur nos premières expériences et au plus on échangera, au plus vite on apprendra et au plus vite l'apprentissage se fera. La seule chose que je peux dire également, c'est qu'il ne faut pas réfléchir les moules en résine comme les moules en acier. J'ai vu dans les questions justement, est-ce qu'il faut mettre les empreintes en compression? Non. Est-ce qu'on conçoit les moules résine comme des moules acier? Non. Est-ce qu'on taille nos seuils d'injection en résine comme en acier? Non. Faut bien comprendre qu'il y a une très grande partie des choses qui sont faites par les moulistes dans les moules acier qui sont régi par de la thermodynamique, par des contraintes d'usinage, par d'autres contraintes. L'impression 3D a d'autres contraintes. Donc forcément, il faut intégrer dans la conception du moule les contraintes de l'impression 3D, donc en l'occurrence du SLA et de la résine. Et sans doute que la résine n'amènera pas chaque résine n'amènera pas les mêmes contraintes de conception. Et d'un autre côté, aussi le couple entre la résine, le matériau, comme on le fait aujourd'hui dans les moules acier, sauf que les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, dans les grandes lignes, comme la tolérance d'impression avant reprise n'est pas la même que ce qu'on peut avoir, par exemple, sur des blocs empreintes usinés, forcément, il faut qu'on prévoie des jeux fonctionnels plus importants entre l'empreinte et la carcasse. Maintenant, en fonction du type de reprise qui est fait derrière, on arrive à peu près dans les mêmes choses. Éviter des pavés avec des angles trop faibles. Donc là, c'est quand on a, par exemple, des descentes de plans de joint, des remmoulages, des clips, ce genre de choses. On a tous appris qu'il fallait mettre des angles de 5 à 7 degrés. Là, il faut plutôt les augmenter. Donc, c'est les angles de fermeture. Ensuite, il faut plutôt avoir tendance à rayonner toutes les arêtes de pavé ou tout ce qui est morcelage d'empreinte ou les angles droits. Il faut plutôt les rayonner pour éviter les amorces de rupture. Et ensuite, les seuils, les canaux d'injection doivent tenir compte du fait que la matière est moins conductrice qu'un acier ou encore moins un aluminium. Donc forcément, les seuils et les canaux d'injection doivent être adaptés en fonction de la résine, de la longueur d'écoulement, du matériau, de la viscosité. Enfin bref, encore une fois, c'est ce qu'on fait dans l'acier. Là, c'est pas des règles établies, il n'y a pas d'abac. Il faut apprendre ça au fur et à mesure. Ensuite, l'intégration de tiroirs est possible. Nous, sur les 12 moules que l'on a fait, il y en a 8 ou 9 qui ont été faits avec au moins deux tiroirs. Et le dernier point, c'est d'anticiper la dilatation des empreintes, puisque en fait, le matériau a tendance à se dilater beaucoup plus qu'une empreinte acier. Dans notre process, on a fait globalement de la même manière que ce que Jean expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après impression, on passe les empreintes dans la forme Cure à 70 degrés pendant 1 heure et ensuite on les place dans une étuve à 125 degrés pendant 90 minutes pour augmenter ou optimiser en fait la dureté de surface de la résine. Effectivement, les reprises en fraisage sont indispensables. Il y avait tout à l'heure des questions sur la rectitude des plans de joint. Il faut forcément faire des reprises ou alors dégager les plans de joint suffisamment près de l'empreinte pour ne pas avoir de contact. Il restera quand même un petit peu de reprise à faire juste autour des parties moulantes. Il faut effectivement ajouter des marges de tolérance au modèle CAO. Donc, il faut se laisser une petite zone de reprise. Il faut considérer en fait que c'est plutôt un brut qu'une pièce finie, ou en tout cas une pièce à l'étape de demi-finition. Et ensuite, il faut, en post-traitement, il faut donc reprendre le plan de joint, faire les alaisages pour les éjecteurs et les ajustements d'empreintes.
Alors effectivement, alors nous on utilise une carcasse standard, en l'occurrence une carcasse Moist Burger. On place nos empreintes dans cette carcasse qui reprend une bonne partie des efforts, notamment les efforts transversaux, et évite que le bloc d'empreinte puisse jouer un peu dans tous les sens, surtout au moment de la pression, enfin au moment de la pression de fermeture, le passage en verrouillage. Ensuite, encore une fois, hein, on limite vraiment les pressions et les vitesses d'injection. C'est-à-dire, il faut pas rentrer dans l'empreinte comme un cow-boy et pousser la matière à toute vitesse. Donc, il faut vraiment y aller doucement, pas hésiter, encore plus que dans un moule acier. Il faut pas hésiter à faire des incomplets et avancer vraiment tout doucement sur le remplissage. Et sur la régulation, il nous semble un peu plus pertinent d'utiliser de l'air que de l'eau. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer vraiment sérieusement les essais à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours pour faire ça. Après, encore une fois, il faut avoir en tête que on ne réalise pas les canaux d'eau en usinage. On peut les imprimer directement, donc il faut plutôt privilégier, et encore plus puisque la matière est isolante, il faut privilégier des canaux en conformal cooling et essayer d'aller chercher le nombre de Reynolds le plus élevé possible. Merci, merci Jean et Grégory pour ce retour d'expérience. L'idée pour conclure, c'était de, voilà, on ne veut pas vous mentir, on ne veut pas vous dire que c'est facile, que c'est magique, hein. Donc il y a des retours d'expérience qui ont été faits, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Là, on a essayé de vous donner un peu la typologie d'entreprise dans laquelle vous devez être ou de produits que vous devez faire pour pouvoir avoir un intérêt à regarder ces solutions-là. Donc déjà, le premier point, c'est vous souhaitez réaliser des validations fonctionnelles ou des prototypes dans la bonne matière. Donc ça, c'est important, hein. C'est vrai que d'avoir les bonnes matières pour les clients finaux ou même pour les injecteurs, c'est important. Donc là, ça permet vraiment de le faire. Ce qu'on peut voir après, avec le retour d'expérience de Jean et Grégory, c'est que c'est intéressant d'avoir un bureau d'études en interne pour pouvoir à la fois faire les pièces, mais surtout réaliser les empreintes. Si ça doit être sous-traité, c'est tout de suite un peu plus complexe. Et le troisième point, avoir aussi la capacité à reprendre les outillages et les empreintes surtout. Donc on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses à reprendre, hein, les plans de joint, les alaisages pour les éjecteurs, etc., de l'ajustage. Donc c'est bien aussi de pouvoir le faire en interne. Ensuite, en termes de dimension de pièces, voilà, tout n'a pas été essayé encore une fois, mais aujourd'hui, ce qui fonctionne, quand on est sur des dimensions environ de 220 par 120 mm, ça fonctionne aujourd'hui. Et sur les matières qui sont ici, donc le PP, les PE, les polyoléfines, hein, polycarbonate, l'ABS, TPE, certainement que la liste va s'allonger, mais encore une fois, aujourd'hui, ça, on sait que ça marche. Le reste, c'est encore en apprentissage pour trouver les bons paramètres, pour trouver la bonne résine. Les résines, là, vous ne les voyez pas. Chez Formlabs, il y a énormément de résines disponibles en fonction des cahiers des charges. Sur les empreintes injectées, il existe deux résines qui sont vraiment plutôt adaptées. La résine Dika, dont on a beaucoup parlé, et la résine haute température également, qui donc, ce sont les deux résines qui doivent permettre d'imprimer les pièces. En termes de matière, là, on est en train de faire des essais aussi sur des silicones, donc a priori avec des résultats qui sont plutôt pas mal aussi sur la résine Dika. Donc voilà, la liste va s'allonger. Et puis, si vous voulez produire des petites séries, hein, on ne parle pas de grandes séries, donc je dirais de la pièce unitaire jusqu'à environ peut-être entre 500 et 1000 pièces, hein, pour des pièces en polypropylène, en polyéthylène. C'est un peu le retour que l'on a de Jean et Grégory, puis d'autres utilisateurs également. Donc, si vous avez, si vous voulez faire ce genre de choses, si vous êtes déjà un petit peu équipé, bureau d'études, reprise, a priori, vous pouvez essayer. Et puis, l'intérêt, c'est ce qui a été dit, hein, c'est de réduire vos coûts et vos délais, hein, coûts de fabrication, vos délais de fabrication. Convaincre plus rapidement vos clients en leur présentant des pièces bonne matière, bonne couleur, gagner en réactivité, en go-to-market. Voilà, 3 semaines au lieu de 7 semaines, comme disait Jean. Et puis être plus autonome et protéger vos données, ça peut être aussi important, hein, d'éviter de divulguer peut-être vos fichiers 3D avec des confidentialités. Vous pouvez garder des choses en interne. Pour vos clients, ça peut également les rassurer si vous êtes sous-traitant. Donc voilà. Si vous êtes dans ce scope-là, écoutez, je dirais qu'on peut
On peut certainement vous accompagner. On n'a pas encore, on ne connaît pas tout, mais on commence à avoir une expérience aujourd'hui avec Silaos, c'est grâce à nos clients et Formlabs. Donc n'hésitez pas à nous questionner, à revenir vers nous, et puis on pourra déjà normalement vous dire assez rapidement si ça vaut le coup d'essayer ou si a priori ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc si vous avez coché à peu près toutes les cases, là, l'idée c'est d'essayer, lancez-vous, appelez-nous et puis on va pouvoir vous accompagner et tester des choses avec vous. Merci Olivier, merci messieurs. On va passer à la partie Q&A. Donc j'ai coupé la présentation. Et Juliette, je te laisse prendre la main sur les questions pour les poser à nos participants, enfin de nos participants, pardon, à nos exposants, si je puis dire. Parfait, merci. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, d'abord, on a plusieurs questions sur les règles de conception. Y a-t-il des règles de conception en termes de dimensions elles sont-elles idem à un moule en métal? Avez-vous des règles de conception non exhaustives par rapport au seuil d'injection, au diamètre de seuil d'injection? Voilà, peut-être que vous pouvez nous donner un peu des indications là-dessus. Alors, qui se lance? Moi, je peux, si vous voulez. Donc, du coup, au niveau des conceptions des empreintes, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment laisser un peu, faire les empreintes un peu plus grosses que ce qu'on le ferait sur des empreintes acier, justement pour pouvoir reprendre tout ce qui est rectitude, planéité, dimensionnement des empreintes, parce que ce sont quand même des résines, ça reste des résines. On fait 2 recuits dessus. Donc, les recuits, ça fait bouger la pièce, ça la tord. Alors, plus la pièce est grande, plus avoir tendance à se tordre un petit peu. Donc, il faut vraiment anticiper toutes ces déformations en mettant un peu plus de matière pour pouvoir les reprendre en usinage derrière. Après, comme disait Grégory tout à l'heure, au niveau des seuils d'injection, ça va dépendre aussi beaucoup de la matière que vous allez injecter derrière. C'est-à-dire que si dans une empreinte, vous injectez du polypro et qu'après, dans cette même empreinte, vous voulez mettre du polycarbonate, il faudra faire attention au niveau des seuils parce que si vous dimensionnez un seuil trop petit ou un canal d'alimentation trop petit, le PC, il passera pas tout simplement, hein, puisqu'on n'a pas une conductivité thermique aussi efficace que sur de l'acier ou de l'alu. Donc, il faut anticiper tout ça en faisant des choses un petit peu plus grosses pour que le remplissage se fasse correctement et qu'on ait des pièces remplies. Très bien, merci Jean. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Grégory, là-dessus. Oui, non, enfin c'est ce que vient de dire Jean en termes Alors il n'y a pas d'abac tout fait pour les seuils d'injection. De même qu'il n'y en a pas forcément non plus pour les moules en acier. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait pour les moules en résine alors qu'il n'y en a pas pour les moules en acier. C'est un peu le savoir-faire du mouliste et le savoir-faire de l'injecteur. Après, il existe des très bons bouquins que je vous conseille. Ils sont plutôt américains, mais il y a des très bons bouquins justement là-dessus, chez Hanser. Nous, c'est ce qu'on utilise. Après, on fait des corrélations. On a tendance plutôt, comme on le fait dans un moule acier, c'est-à-dire plutôt avoir tendance à faire des seuils petits et les agrandir petit à petit. Quand on fait par exemple des courges ou des sous-marines, on les fait en plusieurs morceaux, tenus avec des vis, et comme ça, en fait, on peut aller les modifier. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, la mise au point se fait très bien puisque la résine se travaille très bien avec un cutter, avec un roto pneumatique. Enfin bref, ça se prête très bien à la reprise. Donc, faut vraiment prendre ça comme un maquettage en fait, plus qu'un moule figé. Et je pense, enfin, Jean, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est des empreintes qui vivent. C'est contrairement à un moule série, on a peur vraiment d'aller y toucher. L'empreinte résine, nous on fait beaucoup de petits morceaux pour éviter de réimprimer des grandes empreintes. On fait des petits morceaux pour, par exemple, des nervures ou des pièces fusibles, des fûts de vissage, enfin bref, des choses qui peuvent nous embêter, ou les seuils. Donc les seuils systématiquement. En même temps, c'est ce qu'on fait aussi dans nos moules séries, mais les seuils, on les fait en plusieurs morceaux et on les rapporte. D'accord, très bien.
Merci pour vos réponses. Une autre question qui est assez populaire, c'est concernant les couches d'impression. Est-ce que c'est un problème et comment avoir une empreinte avec un état de surface lisse? Je veux bien répondre. En fait, l'avantage d'utiliser aussi la forme 3 et la rigide d'ICA, c'est que les couches d'impression sont déjà définies dans le logiciel, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Et la qualité de l'imprimante fait qu'on voit pas les couches, quoi, ou très très peu. Donc l'état de surface est nickel. Il est très très proche de l'injection. Après, il reste lisse, hein. On ne fait pas encore tout ce qui est grainage et tout ça, mais c'est lisse, c'est très propre, quoi. On ne voit pas les strates, il n'y a pas de marque particulière. C'est vraiment très très propre. Ok, très bien. Grégory, pareil de votre côté. Nous, on a fait des sablages dans les empreintes Mhm. et on a essayé des grainages. Jean, D'accord. je dirais comment on a fait. On a fait des grainages. Ça marche plutôt pas mal. D'accord. Oui, c'est vrai on a pas mal de retours d'utilisateurs qui font du sablage, en particulier sur la régine d'ICA, qui marche très bien, qui aussi aide à avoir, il peut aider aussi l'adhésion avec certains matériaux, Oui. peut un petit peu diminuer cet effet. Donc, c'est un retour qu'on a aussi beaucoup. Très bien. Ensuite, on a plusieurs questions sur certains matériaux. Bruno qui injecte du PA12 et du PPA. Est-ce que vous avez testé ces matériaux de votre côté, Jean? Et quelle résine recommander? Après, je peux aussi répondre si vous n'avez pas testé ces matériaux. Alors, j'ai pas testé de PPA ni de PA12. On a testé du PA6 naturel, non chargé. Après, le seul point qui est un peu limitant encore avec la rigide d'ICA, c'est la température. Plus on injecte haut, en fait, des matières qui ont besoin d'une température d'injection importante, plus la durée de vie de l'empreinte va être réduite. Donc du coup, on arrive sur des polyamides. Polyamide PC, pour moi, on arrive quasiment aux limites de cette résine. On arrive à faire quelques pièces, mais ça diminue rapidement le nombre de pièces qu'on peut faire. Plus on monte haut en température, plus on diminue la durée de vie. Très bien. Et de votre côté, Grégory, est-ce que vous avez testé ces matières? On va les tester avec la résine iTemp. D'accord. Très bien. Pour quelle raison? Ah oui, vous allez les tester, oui. On va les tester avec la résine iTemp. Oui. Oui, on a des retours aussi sur du PA12 d'utilisateurs. Donc, c'est des résines qui sont bien plus difficiles à injecter que du polypropylène, ça c'est sûr. On a certains utilisateurs pour lesquels ça marche, PA12, mais ça va dépendre des géométries. Après, je n'ai pas de retour sur PPA. Une autre question sur les matériaux. Est-ce que vous avez testé des silicones, des matières souples du type silicone? Non. Non, nous, la seule matière qu'on a testée, alors pas de silicone, de toute façon, nous, on n'injecte pas de silicone, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une technologie qu'on a. Nous, on reste dans le thermoplastique. Après, dans le plus souple qu'on ait fait, c'est un Polypro, un Lucalène, donc qui était plutôt très souple pour justement l'essai de la tige là. Voilà, très souple, mais ça s'est très très bien passé. On n'a pas eu de soucis particuliers, mais on n'a pas fait de PDM encore ou de TPU. Bon, Juliette, non, on a un ou deux clients qui testent en ce moment des silicones, justement. Donc, j'ai pas les formules exactes, donc je peux pas vous les dire et je vous les dirai pas si je les avais, mais en tout cas, a priori, les résultats sont prometteurs. Ok, super. J'ai pas trop de retours sur le silicone encore. On a des retours sur le TPU, mais sur vraiment des toutes petites pièces. Et ça va être aussi des nombres limités de matériaux. Mais sur le silicone, on n'a pas beaucoup de retours. Donc, ça serait intéressant de savoir quels sont les résultats. Très bien. Alors, je regarde encore quelles sont... Ah oui, alors une question intéressante sur vos méthodes d'éjection. Donc, vos applications tournent en automatique, c'est-à-dire avec une éjection des pièces moulées à l'ouverture de la presse, ou il faut démonter manuellement les empreintes pour sortir la pièce? Non, nous, on injecte les moules tournent en automatique.
donc avec des cycles plus longs. Donc il y a une batterie d'éjection comme un moule standard. Après, on peut rajouter des petits pavés manuels pour démouler des choses qui ne sont pas dans le sens de démoulage. Mais sinon, ça tourne en automatique, oui. D'accord, donc vous n'avez pas de problème à insérer des éjecteurs avec des empreintes 3D. Non. Ça... Après, plus on met d'éjecteurs, plus il y a d'ajustements derrière, plus il faut faire attention, bien analyser les trous d'éjecteurs et tout ça. Mais après, non, ça se fait bien, oui. Très bien. De votre côté aussi, Grégory, vous utilisez des éjecteurs? Non, pour l'instant, nous, on a fait que des moules sans éjection. Tout simplement parce qu'on était sur des très petites séries, enfin vraiment sur du proto. Comme on a fait pas mal d'itérations sur les produits avec les clients, le but c'était vraiment d'avoir 4-5 pièces. Le plus qu'on ait fait avec un moule, c'est 100 pièces. Voilà, on n'a pas forcément surinvesti dans le moule pour mettre une batterie d'éjection. Encore une fois, ça fait partie des choses qu'on fera plus tard. La première chose, c'était déjà d'apprivoiser la techno avec toutes les contraintes dont on a déjà parlé. C'est-à-dire les tolérances, les rectitudes, les plans de joint, conductivité thermique, refroidissement. Il y avait déjà pas mal de choses à faire. On y va step by step. Oui, tout à fait. Oui, on a vraiment des retours de deux façons, soit manuel, soit par éjecteur. Les deux marchent. Très bien. Une autre question assez intéressante, avez-vous de l'expérience sur des outillages hybrides pour des empreintes métal, par exemple des inserts en résine? Je sais qu'il y avait, est-ce possible? Je sais qu'il y avait aussi des questions sur des inserts en métal. Est-ce que vous avez testé ces deux solutions? Alors nous, on a testé. On a fait des empreintes résine avec des inserts métal. Et on va tester pour un client un moule métal avec des pavés de version en résine. Très bien. C'est un client en fait qui revend des produits à d'autres. En fait, c'est un intermédiaire qui fait des produits pour des OEM et en fait, on va faire des pavés de version en résine. D'accord, très bien. On a aussi d'autres retours d'utilisateurs, en particulier le Centre de recherche français IPC qui a fait un projet avec des inserts en métal. Et ils avaient aussi un cadre, donc ils avaient le noyau du moule en Rigidika, un cadre en nylon imprimé et ensuite des inserts en métal pour avoir les inserts qui étaient très fins et qui se cassaient facilement, ils les avaient fait en métal. Donc on a du contenu là-dessus, je peux aussi le poster sur le chat après si ça intéresse. Très bien. Alors, on a aussi des questions sur l'orientation des pièces au niveau de la préparation de l'impression. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, comme on l'a vu dans les photos de la présentation, plutôt il vaut mieux incliner les pièces. Ça permet déjà de mettre plus de pièces sur le plateau et d'avoir un décollement plus facile après une fois que la pièce est imprimée. Et puis, ça évite d'emprisonner de la résine liquide si on a des trous de fixation sur les empreintes, ce genre de choses, pour que tout soit accessible, pour que ce soit bien, pour qu'on arrive à bien nettoyer comme il faut. Très bien. C'est le même conseil de votre côté, Grégory, si je me souviens. Oui, pareil. Oui, tout à fait. Très bien. Et vous avez un angle que vous recommandez? 30, En fait, on adapte l'angle en fonction de la pièce pour éviter d'avoir des supports d'impression dans les zones moulantes. D'accord. Donc après, entre 30, 45, alors on ne fait pas 45, on fait nous plutôt entre 15 et 30. Après, effectivement, c'est pour pouvoir stacker le maximum de blocs empreintes dans l'imprimante pour, par exemple, faire une impression la nuit ou le week-end. Après, on a l'impression à plat, c'est-à-dire imaginer mettre le bloc à plat comme sur un centre d'usinage et le faire par couche, c'est pas réaliste dans le sens où on aurait une adhésion du bloc empreinte sur le plateau beaucoup trop important, comme le disait Jean. Donc il faut vraiment incliner les empreintes. Et puis d'un autre côté, effectivement, si on a des zones où la résine stagnerait, il faut pouvoir évacuer la résine liquide.
Voilà. Faut penser aussi à l'écoulement. Mais grosso modo, on imprime entre 15 et 30 degrés. D'accord, très bien. J'en profite pour continuer sur une question qui est pour vous, Grégory. Donc, chez Hipster, quel est le post-traitement des empreintes? Alors nous, post-traitement, à part donc le passage dans la forme cure et en étuve, à aujourd'hui, on n'a pas fait de post-traitement. Il y a des choses que l'on prévoit d'ici pas très longtemps, enfin ce sera en septembre, dans notre plan de R&D. On va faire du post-traitement sur des empreintes, mais pour l'instant, on n'en fait pas. D'accord. J'en profite. Est-ce que vous utilisez des démoulants, des solutions des sprays ou ce genre de choses pour ces résines? Ça arrive, oui. Ouais, Pas systématiquement, mais ça arrive. d'accord. On utilise des démoulants, voilà, encore une fois, de chez Moisburger, des moulants alimentaires, et ça se passe très bien. Ça se passe bien? D'accord. On a aussi une question sur ce sujet de Bruno qui demande si un revêtement de surface permet-il d'augmenter la durée de vie de l'empreinte. Est-ce que vous avez fait des tests Vraiment, là-dessus? c'est les choses qu'on doit tester en septembre. Ouais, d'accord. Ouais. On n'a pas trop de retours non plus là-dessus du côté de Formlabs des autres utilisateurs. Alors, nous, on avait fait des essais en essayant de chromer des empreintes avec de la galvanoplastie, mais le problème, c'est l'adhésion de la galvanoplastie sur la résine, en fait. Donc, ça marche pas super. Tout à fait, oui. C'est vrai que nous, on avait aussi fait des tests là-dessus pour métalliser les pièces et l'adhésion n'était pas top au niveau de l'injection. Ça ne tenait pas très longtemps. Une question au niveau de la répétabilité des empreintes. Donc, si plusieurs empreintes sont nécessaires pour faire une série, est-ce que vous avez, quelle est la précision de répétabilité entre les empreintes? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de projet où vous devez imprimer plusieurs fois l'empreinte pour une série assez élevée en unité? Alors, nous, on ne l'a pas fait. On est en train de faire une empreinte là justement pour faire des séries de pièces. Donc, du coup, déjà, ça va nous permettre de voir et de calculer vraiment la durée de vie de l'empreinte par rapport au nombre de cycles qu'on va arriver à faire. Et donc, du coup, ben, on saura, on aura ces infos-là si on a besoin de refaire une empreinte pour faire la série. Donc, pour le moment, on n'a pas eu ce cas-là. D'accord. Et de votre côté, Grégory? C'est pareil pour nous. Alors, on pourrait faire des mesures parce qu'on a eu des évolutions de produits, mais il y a des points communs. C'est-à-dire, on peut remesurer, par exemple, on le voit déjà sur les impressions de blocs empreintes. C'est-à-dire, on sait, par exemple, donc nous, on a fait des blocs jusqu'à 210 par 260. On a une dispersion de dixième et demi, je crois, sur l'impression globale. C'est pas bon, c'est beaucoup si on compare à de l'usinage, c'est pas énormément si on compare à du FDM par exemple. Mais dans tous les cas, comme on reprend le bloc empreinte, c'est pas gênant en soi. Dans tous les cas, on laisse une marge de reprise. Ouais. Très bien. Alors, on a eu un retour d'utilisateur qui est aussi compris dans notre livre blanc, qui crée des empreintes avec des corps qui ont comment dire, une action. Et donc, il va réimprimer les corps parce qu'ils vont se casser bien plus facilement, les noyaux. Et pour ça, il n'a pas eu trop de soucis sur la répétabilité. Donc, a priori, pour son projet, ce n'était pas un problème. Donc voilà, un retour d'utilisateur qui réimprimait pour une série et ça marchait bien de son côté. Une autre question, donc peut-être pour Grégory, je sais que vous imprimez des pièces assez larges, est-ce qu'il y a possibilité de couper les empreintes en plusieurs blocs? Oui. Alors, on est justement là, on va faire rentrer une carcasse plus grand format, une carcasse proto plus grand format pour essayer d'injecter des pièces jusqu'à donc 600 par 600. Donc ça veut dire en fait 4 blocs côté fixe, 4 blocs côté mobile. Maintenant, il faut avoir conscience que
forcément, au plus les longueurs d'écoulement sont grandes, au plus on va monter en pression d'injection et en maintien. Donc forcément, les blocs empreintes vont moins aimer que si on fait une pièce de 10 mm par 10 mm. Voilà, il faut penser, encore une fois, le moule comme un moule proto. Donc nous, on est parti sur une conception de moule qui nous permettra justement de ne pas forcément avoir des grandes pressions ou vitesses d'injection. Là, je rentre pas trop dans le détail puisque on va peut-être déposer un brevet sur ce sujet-là. Mais c'est oui, c'est possible. Enfin, je dirais dans l'absolu, c'est possible. Et il faut juste avoir un peu de jugeote et je dirais les solutions arrivent assez vite. Je précise que vous imprimez déjà des moules assez larges avec la forme 3L, donc c'est déjà assez large. On va faire encore plus grand. Super, j'ai hâte de voir les résultats. On a plusieurs questions sur les coûts. Donc, d'abord, une question qui, je pense, est adressée à Jean sur, vous avez précisé les coûts d'économie à 2 500 €. C'est par rapport à quel budget au départ? Hop, avec le micro, ce sera mieux. Au départ, en fait, on a fait une estimation de ce qu'aurait coûté un moule proto usiné en acier, comme on le fait jusqu'à maintenant pour des projets comme ça. Et après, j'ai fait un devis aussi avec une estimation de coût avec les empreintes faites en résine. Et en fait, c'est vraiment la différence entre les deux qui génère cet écart, hein, tout simplement. Très bien. Une autre question sur les coûts. Alors, j'essaie juste de retrouver, je l'avais vu que c'était dans les... Oui, donc la pièce finale coûtait plus cher qu'avec une méthode classique. Est-ce que vous avez une idée du ratio? C'est principalement le temps de refroidissement. Oui. Sur la consommation matière. En fait, si on reprend le cost breakdown d'une pièce injectée, on a grosso modo entre 40 et 60% qui sont attribués à la matière. En fonction, après, ça peut être plus ou moins en fonction des matières que vous utilisez. Si c'est du cycle court, si c'est des matières très techniques, enfin bref. Donc le post-matière est le même. Donc ça, on n'y touche pas. Après, sur le post-process, on prend effectivement le refroidissement qui lui représente, on va dire, entre 50 et des fois 80% du temps de cycle. Donc ce poste-là, on le double, on le triple en fonction du matériau qu'on injecte. Encore une fois, il existe des très belles formules de calcul pour calculer des temps de cycle, avec des moules acier, avec des moules aluminium, avec des moules en résine, puisqu'on connaît à peu près la conductivité thermique de la résine. Donc du coup, le temps de cycle peut être anticipé, on sait le calculer, et du coup, l'impact sur le coût pièce, on sait le calculer également. D'accord. Donc il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de, je peux pas vous dire c'est x3, je peux pas vous dire c'est x2, ni x1,5, c'est au cas par cas. Comme le prix d'une pièce injectée, ça fait 2 cm par 3 cm, c'est bien beau, mais en fonction du matériau, de comment on l'injecte et surtout aussi du cahier des charges du client. Là, on parlait tout à l'heure, par exemple, de déformation ou de répétabilité. Ce qui est, par exemple, je veux dire, la pièce de Jean, je ne sais pas quelle est la tolérance qu'il y a sur la longueur, mais admettons, si on est dans une classe normale de tolérance ou une classe réduite, forcément, le temps de cycle n'est pas le même, forcément, la répétabilité demandée au moule n'est pas la même. Donc voilà, c'est encore une fois, faut traiter au cas par cas. Il n'y a pas de réponse absolue. D'accord, très bien. Alors, on a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on peut en traiter quelques-unes de plus. On est déjà à 1 heure. Je vais peut-être en faire quelques-unes de plus. Mais Thibaut, tu m'interromps si on dépasse trop. Par contre, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais je vais en sélectionner quelques-unes. Donc, comment anticiper les effets thermiques de l'empreinte sur le dimensionnel de la pièce? Avez-vous des retours? Pour l'instant, c'est trop tôt. Clairement. Enfin, de notre côté, c'est trop tôt. Il faut. Alors, on essaye, les déformations de l'empreinte. Si vous parlez du gauchissement de l'empreinte quand on passe dans les cuves, on essaye de limiter au maximum le gauchissement en ne laissant pas les empreintes libres dans les cuves. Donc, on essaye de les conformer.
Ça nous permet déjà de pas mal limiter les déformations. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur est-ce que c'est une recette maison ou un process de Formlabs. Là, c'est de la recette maison. Et sur ce type de moule, il faut effectivement mélanger d'un côté les connaissances théoriques ou matériaux de Formlabs et les expériences clients chez d'autres clients, et également aussi faire parler un peu le métier et l'expérience autour du moule et de l'injection. Très bien. Parfait. Merci. Donc, ça, c'est bon. Une autre question, est-ce que le slicer est spécifique à Formlab ou est-ce que vous en utilisez un autre? Non, celui de Formlab. Être taquin 2 minutes, on ne peut pas en utiliser un autre. Voilà. Donc, a priori, on aimerait, mais on ne peut pas. C'est une question populaire. Donc, voilà. Alors là, on a juste peut-être une dernière question dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais elle est quand même revenue plusieurs fois sur le plan de joint. Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à la fermeture du moule au niveau du plan de joint? On a aussi quelqu'un qui demande est-ce qu'il faut vraiment tout reprendre en usinage? Est-ce qu'il faut reprendre le plan de joint, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer là-dessus? En fait, nous, sur les empreintes, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, elles passent par notre service mécanique où on a des ajusteurs qui font que ça, qui ajustent les empreintes dans le moule. Donc, ils savent très bien ce qu'il faut reprendre, ce qu'il n'y a pas besoin de reprendre. Et c'est eux qui contrôlent les fermetures et qui ajustent là où il y a besoin d'ajuster. Donc, l'avantage de la résine Indica, c'est qu'elle se reprend très bien en usinage, que ce soit en usinage, en ponçage, vraiment avec des petites lignes, des choses comme ça se fait très, très bien. Voilà, donc ça se fait effectivement, il n'y a pas tout à reprendre, mais il y a certaines choses à reprendre pour que le moule fonctionne correctement. Très bien. Quelque chose à ajouter, Grégory, là-dessus? Après, encore une fois, si on fait juste un offset du bord de pièce avec un plan de joint assez court, et ensuite on détalonne, on ouvre tout le reste de l'empreinte, ça permet justement de ne pas devoir usiner tout le plan de joint. C'est un peu comme si on avait un évent énorme. Il faut juste avoir une petite zone de portée. Encore une fois, c'est pas des moules série, c'est des moules proto. Il faut juste avoir un périmètre où on fait une portée. Déjà, c'est beaucoup plus simple à reprendre sur la presse ou sur l'établi avec une lime diamant, ce genre de choses. Ça se passe très bien. Ou avec un bloc à poncer. Enfin bref, ça se fait très bien. Après, en usinage, ça se fait bien aussi. Tout dépend de la précision qu'on souhaite. Après, nous, on a trouvé voilà, des petites astuces aussi pour quand il y a des aspérités ou des choses comme ça pour rendre étanche l'empreinte ou le plan de joint. Il y a des choses qui vont bien, des résines, des colles, des choses qui permettent aussi d'étanchéifier, de rendre un peu plus rigide la résine à certains endroits. Mais voilà, on est de reprendre tout le plan de joint. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Une question que je trouve intéressante de Maxime qui demande si c'est, d'après vous, est-ce que c'est adaptable sur les moules d'extrusion soufflage? Oui, mais il faut que les couteaux soient rapportés et faits en acier. Il ne faut pas imaginer couper une paraison avec la rigidité. Donc, soit elle est coupée après le moulage, soit il faut intégrer des couteaux dans le moule. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Encore une fois, ça dépend si c'est du soufflage entre guillemets simple à faire des flacons, ou si c'est du soufflage 3D hyper complexe pour faire des tuyaux d'admission d'air pour des automobiles. On ne parle pas des mêmes choses. Oui, ça va toujours dépendre de la complexité de la pièce. Ouais, ça c'est sûr. On a, du côté de Formlabs, on a quelques utilisateurs qui font des recherches en ce moment sur ce domaine. On n'a pas encore énormément de retours, mais en effet, c'est un sujet qui est en étude. Donc, j'espère qu'on pourra en parler prochainement. Alors, on a encore quelques questions, mais je pense qu'on pourrait peut-être arrêter là parce qu'on est déjà à moins. Est-ce que vous avez des questions en particulier
que vous trouvez intéressantes ou que je pense qu'on a répondu à la majorité d'entre elles. On a des questions sur les matériaux encore. Sur le pomme ou le pillet, on a déjà répondu sur le pillet. Je ne pense pas que vous ayez essayé du pomme, n'est-ce pas? La semaine prochaine. La semaine prochaine, du pomme, du PMMA aussi. Alors, on a certains retours d'utilisateurs sur le PMMA et sur le pomme, en général sur vraiment plutôt des presses manuelles. Mais je ne sais pas si voilà, vous allez aussi utiliser la semaine prochaine, probablement. Non. Non, il y a une question intéressante à mon sens, et là, elle est adressée à Formlabs. Est-ce que vous avez prévu des charges métalliques pour les résines? Ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent faire avancer. J'avais posé la question en privé hier. Je suis content que quelqu'un l'ait posé aussi. Merci. Très bien. Oui, alors pour les développements de résine, on n'a pas de résine qui est en développement sur les charges métalliques. Donc, c'est pas prévu pour l'instant. Ça peut peut-être être prévu règlement futur. Vous pouvez. Voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant si c'est un retour voilà, qui est vraiment demandé et qui serait très intéressant pour ce milieu, on pourrait le considérer, tout à fait. Bah, pas seulement pour ce milieu, je pense qu'il y a d'autres métiers. Pour beaucoup de choses, ouais. Ouais. Il faut augmenter la tenue en température. Ouais. On développe beaucoup, on a vraiment une équipe de chimistes qui développent de nouveaux matériaux très régulièrement, donc c'est pas prévu pour l'instant, mais peut-être dans le futur, ça sera quelque chose qu'on pourra considérer. Très bien. Une autre question qui ressort de votre part? Je pense que c'est bon, on peut clôturer la session de questions-réponses. Pardon, il y a encore pas mal de questions. Peut-être ce qu'on pourra faire, c'est traiter les questions en privé avec Jean, Olivier et Grégory, si messieurs vous êtes disponibles, et essayer de les partager avec les personnes qui soit sont déjà connectées ou voilà, simplement les questions, on n'aurait pas eu le temps de répondre. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à l'équipe de Silaos, merci Juliette pour ton temps, merci Jean, merci Grégory, et merci à l'ensemble de l'éditoire avec l'ensemble de questions. On a eu un très grand nombre de questions. C'est toujours plus intéressant en fait quand on vient bien préparé avec un sujet qui plaît et avec un auditoire qui est réceptif. Excusez-moi. Alors pour le follow-up, aussi bien Silaos que Formlabs vous feront parvenir un suivi à cette présentation. Si vous souhaitez vous rapprocher de Grégory de Jean, je vous invite à vous rapprocher de Silaos, qui est leur revendeur agréé Formlabs. Donc ce sont les personnes les plus à même à contacter.